Alors après avoir fait la pédiatrie, maintenant on va passer à la conférence d'orthopédie adulte. Donc il s'agit de la conférence d'orthopédie adulte pour les D3. L'adulte, c'est un petit peu différent de l'enfant, puisque chez l'adulte, on optera beaucoup plus pour des traitements chirurgicaux, puisqu'il n'y a pas tout le problème de croissance, et que le but sera, dans un premier temps, d'acquérir la consolidation osseuse, et c'est notre seul but. L'os est beaucoup plus dur et a moins de propriétés élastiques, donc il faudra souvent avoir recours à un matériel d'ostéosynthèse, et le traitement orthopédique pur par immobilisation plâtrée est plus rare chez l'adulte. Chez l'adulte, on rentre dans le cadre avec d'autres complications, et puis on verra, on a toutes les fractures étagées. Alors pour l'internat, il faut connaître surtout les fractures du col du fémur et les fractures de l'extrémité inférieure du radius, mais on parlera un petit peu des fractures diaphysaires des os longs, avec les différentes complications qu'elles peuvent avoir. Donc en premier, pour le premier dossier, vous êtes de garde aux urgences lorsque vous recevez M. R, 32 ans, victime d'une chute à vélo. Il présente manifestement une fracture du membre inférieur gauche, très douloureux à la mobilisation. L'état hémodynamique est stable et votre patient conscient. Donc, décrivez votre examen clinique et que recherchez-vous en faveur d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Donc là, l'examen clinique vous oriente déjà. Votre malade, il est conscient, orienté, c'est un monotraumatisme, il a fait une chute à vélo et il vous dit « j'ai mal à la hanche ». Donc vous l'examinez en général complètement, mais votre examen va se focaliser sur la hanche. Donc il faut avoir le mécanisme de la chute, est-ce que c'est un trauma direct, indirect, est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé, la cinétique, est-ce qu'il a eu aussi un traumatisme crânien? Ça c'est important, surtout dans les chutes à vélo, est-ce qu'il était casqué, non casqué? Donc devant le traumatisme de la hanche, on recherche tout d'abord les complications, comme d'habitude, cutanées, vasculaires, nerveuses. Au niveau de la hanche, c'est assez rare d'avoir des complications cutanées, il n'y a pas d'ouverture, et les seules complications qu'on peut avoir, c'est des dermabrasions, qui peuvent éventuellement retarder un traitement chirurgical, mais qui ne sont pas en soi des complications à type de fracture ouverte. Les complications vasculaires au niveau de la hanche sont exceptionnelles, donc on palpera quand même les pouls distaux. En revanche, il faut penser aux complications nerveuses au niveau de la hanche ou dans les fractures à grand déplacement, on peut avoir des traumatismes du sciatique ou des traumatismes du crural, donc il faut penser à tester le nerf sciatique et le nerf crural. On recherche donc une plaie, des dermabrasions, palpation systématique des pouls, palpation du sciatique poplité externe avec un testing des releveurs du pied. Ensuite, puisqu'on s'oriente vers une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, on va rechercher les signes qui sont en faveur. Donc on va rechercher la déformation caractéristique des fractures de l'extrémité supérieure du fémur en adduction, raccourcissement, rotation externe. Cette déformation, ça signe souvent une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, qu'il s'agisse d'une fracture cervicale vraie, Garden 3 ou 4, ou d'une fracture du massif trochantérien, pertrochantérienne, intertrochantérienne, trochantéro-diaphysaire. Il y a également une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche, avec une impossibilité de lever le talon du lit. Et on palpe également tout le membre inférieur à la recherche de fractures étagées, à rechercher une fracture du fémur sous-jacent, du tibia, de la cheville. Vous avez une radiographie ci-jointe et vous allez donner votre diagnostic et votre prise en charge par rapport à cette fracture. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette radiographie? Donc, toujours dire ce qu'on voit. Donc, c'est une radiographie du bassin de face, premièrement. Donc, avec la hanche gauche en plus. Donc, on voit que le traumatisme est à la hanche gauche. Donc, il y a une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, extra-articulaire, déplacée, pertrochantérienne, avec arrachement du petit trochantère. On ne voit pas d'autres fractures visibles sur ce cliché. Donc on va voir un petit peu sur le schéma, qu'est-ce qu'on peut voir dans les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Donc ça sert, c'est que ce soit pour les gens jeunes ou pour les gens âgés, pour voir un petit peu où sont les fractures. Donc là, vous avez une extrémité supérieure de fémur avec le grand trochantère, le petit trochantère, la tête, avec ici le cotyle qui serait ici. Donc on a toujours l'angle cervico-diaphysaire qui est ici, qu'on avait vu la dernière fois, qui est à peu près en 130 degrés, l'axe entre l'axe du col et l'axe de la diaphyse. Donc ça c'est surtout important pour les fractures cervicales. Donc on reviendra sur les fractures cervicales dans un autre dossier, mais une fracture cervicale survient à cet endroit-là, au niveau du col du fémur à proprement parler, fracture cervicale vraie. Ici, dans notre dossier, c'est les fractures du massif trochantérien. Grand trochantère, petit trochantère.
Et souvent, on a des fractures pertrochantériennes, c'est-à-dire qui passent comme ça, qui passent sur une ligne passant entre le grand trochanter et le petit trochanter. Vous avez également, plus rare, les fractures intertrochantériennes, entre le grand trochanter et le petit trochanter, et les grandes fractures trochantéro-diaphysaires qui sont souvent spiroïdes et qui partent du grand trochanter et qui vont se finir dans la diaphyse. Petite explication, donc on voit ça sur la radio. Donc on a une fracture pertrochantérienne gauche, fermée, non compliquée, chez un jeune patient de 32 ans. Il s'agit d'une urgence avec une prise en charge chirurgicale. On ne peut pas faire autre chose que de prendre en charge chirurgicalement ce malade. Donc, hospitalisation avec mise en condition, avec tout le bilan nécessaire, traitement antalgique, voie veineuse, groupe sanguin, on prévient l'anesthésiste, on prévient tout le monde. Le traitement chirurgical au bloc opératoire sous anesthésie générale, sur table orthopédique, où on fait d'abord une réduction de la fracture, puisque la fracture est déplacée. Donc, réduction de la fracture par manœuvre externe à l'aide de la table orthopédique, puis ostéosynthèse sous contrôle scopique, soit par une vis plaque, soit par un clou gamma. Les deux possibilités existent. Pour vous, peu importe, ce qui compte, c'est réduction, ostéosynthèse et que votre ostéosynthèse soit stable. Il s'agit d'un sujet jeune présentant une fracture du massif trochantérien, aucune indication à une prothèse. On met exceptionnellement des prothèses chez les gens âgés qui ont des fractures du massif trochantérien. Les fractures du massif trochantérien ne sont pas des indications aux prothèses, encore moins chez le sujet jeune. En post-opératoire, traitement antalgique, pas d'appui pendant au moins 2 mois pour permettre la bonne consolidation. C'est complètement différent chez l'adulte jeune et chez la personne âgée. Ici, le but, c'est d'obtenir une bonne consolidation. Donc, on ne lui donnera pas l'appui. Chez la personne âgée, le but, c'est qu'elle se reverticalise rapidement. Si on ne donne pas l'appui à une personne âgée, elle va rester au lit, elle va faire des escarres, des infections urinaires, des embolies pulmonaires. Un jeune patient de 32 ans, même si on ne lui donne pas l'appui, il ne va pas faire d'escarres, il sera capable de béquiller, il pourra se déplacer en fauteuil roulant. Donc c'est différent chez le jeune et la personne âgée. Là, pas d'appui pendant 2 mois jusqu'à la bonne consolidation. Anticoagulation prophylactique, surveillance des plaquettes, traitement antalgique. Assez classique. Donc vous avez en iconographie ci-jointe la radiographie montrant la réduction ostéosynthèse par vis plaque type DHS, montrant une fracture réduite et un bon rétablissement de l'angle cervico-diaphysaire et d'une bonne anatomie au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Un deuxième accident. Maintenant, vous recevez un monsieur qui a 22 ans, qui a un accident de moto à haute cinétique. Tous les mots sont importants. Haute cinétique égale potentiellement prise en charge du polytraumatisé, attention. Avec traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, d'autant plus. À son arrivée, le patient est conscient, orienté, stable sur un plan hémodynamique. Il existe une impotence fonctionnelle totale de son membre inférieur droit et de son membre supérieur gauche. Décrivez votre examen clinique en urgence avec les signes recherchés en fonction des pathologies recherchées. Donc on a un malade qui est ici victime d'un polytraumatisme à haute cinétique, traumatisme crânien, perte de connaissance, polyfracture. On va le faire comme si c'était un polytraumatisé. Donc l'examen d'un polytraumatisme, surtout si c'est un motard, casqué ou pas casqué, il peut potentiellement y avoir des lésions du rachis cervical. Donc l'examen se fait en rectitude crânio-rachidienne avec collier cervical, tant qu'une fracture ou une entorse du rachis cervical n'a pas été éliminée. Ensuite, la prise en charge, on va faire un examen sommaire de toutes les fonctions pour rechercher les signes de gravité. Donc en premier, on va faire un examen neurologique, un déficit sensitif moteur des membres, un examen des paires crâniennes, des céphalées, nausées, vomissements pour un signe de localisation. Il a eu un traumatisme crânien, est-ce qu'il n'a pas un sous-dural, un extradural, quelque chose comme ça. Examen du réflexe automoteur, score de Glasgow, et il faut penser éventuellement à la recherche d'un écoulement nasal pour rechercher une brèche ostéoméningée qui peut être secondaire d'une méningite, surtout dans les fractures de la base du crâne. Donc ça, c'est l'examen neurologique sommaire standard. Ensuite, l'examen cardio-pulmonaire, la palpation des pouls aux 4 membres, rechercher une asymétrie des pouls en particulier aux membres supérieurs. C'est un motard accident à haute cinétique, il faut penser aux ruptures de l'isthme aortique ou aux dissections aortiques, où il y a une asymétrie des pouls.
Auscultation cardiaque, pulmonaire, à la recherche d'un épanchement, qu'il soit liquidien avec un hémothorax ou aérique avec un pneumothorax. L'examen urodigestif, traumatisme moto, potentiellement traumatisme du bassin. On va rechercher une urétroragie qui contre-indiquerait dans ces cas-là la mise en place d'une sonde urinaire et on mettrait dans ces cas-là un cathéter suspubien. Palpation des fosses lombaires, palpation abdominale, recherche d'une défense, pensée à la rupture de rate. L'examen orthopédique, important vu qu'on est en orthopédie. Donc on est centré sur les lésions évidentes du fémur droit et de l'humérus gauche, avec toutes les complications vasculo-nerveuses qu'il faut rechercher en fonction du site anatomique. Attention à la fracture de l'humérus, pensez à tester une paralysie radiale en testant les releveurs. Médico-légal, si vous opérez le malade et qu'il se retrouve après avec une paralysie radiale et que ce n'est pas marqué dans le dossier, vous ne pourrez jamais prouver qu'il l'avait avant l'intervention. On va rechercher une douleur rachidienne en faveur d'une fracture du rachis. On va palper les hanches, palper le bassin, tester la mobilisation des hanches, au moins de la hanche qui est saine pour voir s'il a une mobilité normale. Et au moindre doute, on fera des touchés pelviens si on a des doutes sur une fracture du rachis pour s'assurer de l'absence absolue de signes neurologiques, en particulier sphinctériens. Il faut également rechercher des points d'appel de la face, ORL, stomato ou une plaie du cuir chevelu qui peut être potentiellement hémorragique. Donc ça, c'est la prise en charge clinique d'un malade qui arrive, qui est potentiellement polytraumatisé, rapide mais efficace. On se centre sur les lésions vitales et sur les lésions évidentes en essayant de ne pas oublier le reste. Quels examens demandez-vous en urgence et dans quel ordre? Alors, si on considère que c'est un polytraumatisé, la prise en charge est bien codifiée. À partir du moment où le malade arrive en salle de réveil, il a 3 examens en premier, qui sont l'échographie abdominale, la radiographie du bassin et la radiographie du thorax. L'écho abdominal pour rechercher l'absence d'hémopéritoine, la radiographie du bassin pour vérifier l'absence de fractures de cols fémoraux ou de traumatisme du bassin qui peuvent être potentiellement très hémorragiques et nécessiter une embolisation, et une radiographie du thorax pour vérifier l'absence d'épanchement pulmonaire ou de fractures au niveau de la cage thoracique. Donc, en radiographie du bassin de face, thorax face et écho-abdo pour recherche de lésions viscérales urgentes. Ensuite, on demande des radiographies centrées sur les lésions, c'est-à-dire qu'on va demander une radiographie du bassin de face et de la hanche droite face et profil, et une radiographie de l'humérus et du coude gauche face et profil, centrée sur les lésions. Devant la stabilité hémodynamique du malade et la notion de TCPC, on va lui demander un body scanner. Si le malade est instable, avec par exemple un hémopéritoine sur un saignement actif, on ne prendra pas le temps de faire un body scanner et on ira directement au bloc opératoire. Le body scanner, c'est s'il y a une stabilité hémodynamique du malade. Donc là, d'autant plus qu'il y a eu un traumatisme crânien avec une perte de connaissance, scanner cérébral. Donc le scanner va permettre de rechercher des lésions cérébrales, vasculaires, aortiques, digestives et aussi orthopédiques, puisqu'on aura forcément un scanner du rachis cervical. Vous avez des radiographies, ici, qui sont faites dans le cadre du bilan de ce malade. Donnez vos diagnostics. Alors, on a initialement un traumatisme du bassin, avec un traumatisme de la hanche droite et un traumatisme de l'humérus gauche. Alors, on va commencer par la hanche droite. Donc ici, sur la hanche, on voit qu'on a une fracture cervicale. Comme on avait dit tout à l'heure, les fractures cervicales vraies, on utilise la classification de Garden. Donc Garden, pour rappel, Garden 1, c'est des fractures engrainées avec une coxa valga, c'est-à-dire un engrainement et une augmentation de l'angle cervico-diaphysaire. Les fractures Garden 2, elles sont non déplacées. La fracture en Garden 3 en coxa vara avec une horizontalisation des travées osseuses de la tête, on verra ça dans un autre dossier, je ferai un schéma, avec un contact persistant et une fermeture de l'angle cervico-diaphysaire. Et la Garden 4 avec une perte de contact au niveau du col et de la diaphyse. On remarque sur les radios que la vessie est opacifiée puisque le malade a eu un body scanner. Donc ici, on est en présence d'une fracture Garden 4 de l'extrémité supérieure du fémur droit cervical vrai. Sur la radiographie d'humérus, qu'est-ce que vous voyez? Donc on a une radiographie d'humérus de face où on voit qu'on a une fracture qui est probablement
spyroïde ou au moins oblique longue, médiodiaphysaire, extra-articulaire, déplacée. Donc maintenant, on va voir la classification de Garden avec l'intérêt pronostique et thérapeutique. Alors, qu'est-ce qui est important de voir? Donc la classification de Garden, elle a un grand intérêt pour la décision thérapeutique du malade. Sachant qu'on traite pas tout à fait de la même façon les gens jeunes et les gens âgés. Les gens âgés, le but, c'est de les refaire marcher le plus rapidement possible pour qu'ils ne fassent pas les complications de décubitus. Les gens jeunes, le but, c'est qu'ils consolident et qu'ils gardent leur os et qu'on ne leur mette pas de prothèse. Donc, on va orienter un petit peu. Donc, la Garden 1, c'est verticalisation des travées osseuses avec une ouverture de l'angle cervico-diaphysaire. Si on redessine un petit peu la tête, comme ça, avec le grand trochanter qui est comme ça, le petit trochanter ici, on a des fractures ici. Normalement, les travées, on a un angle cervico-diaphysaire comme ça. Si on a une fracture Garden 1, on aura une bascule de la tête en valga avec une verticalisation des travées osseuses. Donc une ouverture de l'angle cervico-diaphysaire. La Garden 2 est non déplacée. La Garden 3, au contraire, on aura une horizontalisation des travées osseuses avec une fermeture de l'angle cervico-diaphysaire et une coxa vara. Alors, il faut absolument différencier les fractures Garden 1 et 2 d'un côté et les fractures Garden 3 et 4 de l'autre côté. Pourquoi? Sur un plan pronostique. La principale complication de ces fractures, c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale quand on a une lésion du pédicule circonflexe postérieur. La lésion du pédicule circonflexe postérieur survient surtout dans les fractures Garden 3 et 4, avec un risque de nécrose qui est important. Donc en fait, il faut systématiser en 4 cases. On arrive à tout faire en 4 cases. On a Garden 1, 2, Garden 3, 4, et en gros, on va dire on a un âge inférieur à 55 ans ou un âge supérieur à 55 ans. Sachant qu'on parle d'âge physiologique. On peut avoir 55 ans et avoir un âge physiologique de 70 et avoir 55 ans et avoir un âge physiologique de 45. Tout ça, c'est lié au risque de nécrose et au but de refaire marcher le malade rapidement. Chez les gens âgés, le but, c'est de faire marcher le malade rapidement pour qu'il ne fasse pas les complications de décubitus. Donc, on ne prendra pas le risque qu'il fasse une nécrose. Puisque si on fait une ostéosynthèse, c'est pour une fracture cervicale, c'est 3 mois sans appui. Donc, chez les gens âgés, on va dire au-dessus de 55-60 ans, on ne prendra pas le risque qu'il y ait une nécrose. Ça veut dire qu'une fracture Garden 3, 4 chez une personne âgée, c'est prothèse. Qu'elle soit intermédiaire, totale, plus la personne est jeune, plus on aura tendance à mettre une prothèse totale, plus elle sera âgée, plus on aura tendance à mettre une prothèse intermédiaire. Totale, ça veut dire qu'on remplace et le fémur et le cotyle, intermédiaire que le fémur. Mais prothèse. Pourquoi? Car risque de nécrose important, Garden 3, 4, donc ostéosynthèse à risque de nécrose, et en plus, temps d'impotence important, alors qu'avec une prothèse, on les remet debout rapidement. Dans tous les autres cas, pour les fractures cervicales, on fera des ostéosynthèses. Pourquoi? Déjà, pour les fractures Garden 1 et 2, qu'on soit jeune ou vieux, il n'y a jamais d'indication à faire de prothèse. C'est des fractures stables, engrenées, avec un risque de nécrose quasi nul, sans lésion du pédicule circonflexe postérieur. Donc là, c'est ostéosynthèse, et là, c'est ostéosynthèse. Et une fracture Garden 3, 4 chez une personne jeune, il faudra la réduire, puisqu'elle est déplacée. On va la réduire et la synthéser. Réduction, ostéosynthèse. Et là, on prend le pari de dire il ne va pas nécroser. Donc,
Parce que mettre une prothèse à quelqu'un de 30 ans, c'est prendre un gros risque, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, il y a des complications infectieuses, des complications mécaniques, les luxations. Donc le but, c'est de préserver le capital osseux des jeunes. Donc une personne jeune qui se casse le col du fémur, qui a une fracture Gardner 3 ou 4, on fait une réduction ostéosynthèse, pas d'appui pendant les 3 mois suivants, et on prévient le malade du risque d'ostéonécrose. Et s'il fait une ostéonécrose, dans ces cas-là, et qu'il est symptomatique, dans ces cas-là, on lui mettra la prothèse. Sinon, il n'y a pas d'indication à mettre de prothèse chez les gens jeunes. Mais ça, il faut leur expliquer qu'on va les surveiller pour dépister l'ostéonécrose. Donc c'est tout ce qui est expliqué dans la réponse ici et résumé dans le tableau que vous avez là. Donc, quel est votre traitement pour la fracture du col du fémur, y compris pour les soins post-opératoires? Donc, fracture Gardner 4, chez un sujet jeune de 22 ans, risque de nécrose. C'est une urgence. Il faut l'opérer dans les 6 heures. Plus on les opère tôt, plus le risque de nécrose diminue. Donc, urgence à opérer dans les 6 heures, prise en charge en urgence, éliminer une urgence vitale par le bilan d'imagerie. Au bloc opératoire, sous anesthésie générale, réduction de la fracture par manœuvre externe, sous contrôle scopique si on y arrive, ou à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire une arthrotomie pour réduire la tête fémorale si on n'y arrive pas. Ostéosynthèse par ou vissage ou vis-plaque DHS. En tout cas, ostéosynthèse stable. Il faut que vous reteniez réduction, si besoin à ciel ouvert, ostéosynthèse. En post-opératoire, pas d'appui pendant 3 mois, antalgique, anticoagulant selon les protocoles, prophylaxie de la phlébite, mobilisation de la hanche pour les entretiens des mobilités articulaires et lutte contre les complications de décubitus, même s'il est jeune, il faut quand même le marquer. Mais ce n'est pas le but chez le sujet jeune. Et ce qui est très important, surveillance clinique et radiologique durant les 2 ans post-fracturaires pour dépister l'ostéonécrose aseptique. Si elle devenait symptomatique, à ce moment-là, on ferait une prothèse. Mais il faut savoir qu'actuellement, si on mettait une prothèse totale de hanche d'emblée, une prothèse totale de hanche, pour l'instant, à l'heure actuelle, ça a une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc on se dit, ah c'est beaucoup. Mais si on se casse le col du fémur à 20 ans, qu'on met une prothèse à 20 ans, même si c'est 30 ans après, c'est 50 ans et c'est encore très jeune. Donc il ne faut pas mettre de prothèse chez les gens jeunes. Ça ne donne pas des bons résultats. Donc retenez bien le tableau. Gardner 1 et 2, toujours ostéosynthèse, on ne se pose pas de questions. Gardner 3, réduction ostéosynthèse chez les patients jeunes, prothèse chez les patients plus âgés. Pour la hanche, ok. Maintenant, il avait aussi une fracture de l'humérus. Quelles complications recherchez-vous particulièrement devant la fracture de l'humérus? Quel est son mécanisme le plus probable et son pronostic? Donc il y a une complication particulière à rechercher dans les fractures de l'humérus, surtout quand elles surviennent à ce niveau-là, au niveau diaphysaire et à l'union tiers moyen, tiers inférieur. C'est la paralysie radiale. Le nerf radial croise à ce niveau pour passer de la loge postérieure du bras à la loge antérieure et il peut être lésé par la fracture. Donc il peut soit être incarcéré dans le foyer, soit traumatisé au moment de la fracture et du déplacement de la fracture. Donc on recherche donc une paralysie des extenseurs du poignet et des doigts, en particulier du pouce, et une hypoesthésie dans le territoire de la branche sensitive du nerf radial. Le mécanisme le plus probable, c'est un traumatisme lors de la fracture avec une incarcération du nerf, et souvent ça s'appelle une neurapraxie, c'est-à-dire que c'est un trauma du nerf avec une petite sidération, sans lésion axonale, avec une récupération en général dans les 6 mois, bien qu'on ne puisse pas le prévoir. La récupération des paralysies radiales, elle est imprévisible, et des traumatismes nerveux en général. Mais une neurapraxie, en général, ça récupère. Les différents stades successifs, c'est la neurapraxie, ensuite il y a l'axonotmésis et la neurotmésis. C'est des traumatismes nerveux avec une rupture axonale et ou de l'enveloppe périnerveuse. Plus la lésion est grave, c'est-à-dire un neurotmésis c'est plus grave qu'un axonotmésis, plus la récupération nerveuse est incertaine et aléatoire. En général, on dit qu'il faut à peu près 1 an pour qu'une récupération nerveuse soit stabilisée. Pour les transferts nerveux, transferts tendineux, réparation, on ne peut pas décider avant 1 an.
Donc, il faut bien penser à la paralysie radiale. Pour les fractures de l'humérus, le testing doit être systématique. Si vous opérez votre malade et que vous lui collez une paralysie radiale, si vous ne l'avez pas testé avant, vous ne pourrez pas prouver que c'est vous qui l'avez fait. Donc là, on a vu un petit peu la prise en charge d'un malade polytraumatisé. Donc, il faut être rapide, clair, systématique, rechercher les complications. On a vu une fracture du col du fémur chez un sujet jeune, avec la fracture pertrocantérienne qui nécessite toujours une réduction ostéosynthèse et une fracture du col fémoral qui doit vous faire chez le sujet jeune absolument privilégier la réduction ostéosynthèse, bien qu'il y ait un risque de nécrose ischémique qu'il faudra dépister dans les années à suivre. Donc là, on a fini le dossier 1 et maintenant on va passer au dossier 2.